Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau format des meet-up business et spiritualité, qui sont les cercles d'échange. Suite à des discussions qu'on avait eues dans les précédents rendez-vous, l'idée à partir de maintenant, c'est de permettre à deux membres de notre groupe de pouvoir présenter un petit peu ces pratiques et ces approches par rapport à justement comment amener la spiritualité dans le monde du travail. Et aujourd'hui, on inaugure ce nouveau format avec Laurent Château, qui est le créateur du leadership taoïste. Donc, on va explorer ça maintenant ensemble. Et ensuite, on donnera la parole à David Bozier, qui est, lui, membre de l'association Santé Globale au Travail et qui va nous expliquer un peu leurs activités et ce qu'ils amènent. Donc, Laurent est en France, à Toulouse, et David est en Suisse, à Neuchâtel. Voilà, donc on va commencer immédiatement tout ça. Avec Laurent, il m'a proposé de faire un format qui m'a convenu, qui était en fait que ce soit plutôt sous une forme d'interview, en se basant sur un élément visuel qui m'a transmis à l'avance, que je vais partager avec vous maintenant, qui est, alors je ne sais pas comment appeler ça, le schéma ou la représentation du leadership taoïste. Du coup, Laurent, en fait, moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ce schéma, c'est la notion de alchimie taoïste. Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots? Oui, l'alchimie taoïste, déjà, ça supposerait qu'on sache ce qu'est le taoïsme. C'est ça. C'est vrai que le taoïsme, on en a peut-être un peu entendu parler, je dis pas beaucoup, mais au moins un peu. Et au moins, on voit au moins le symbole du yin-yang sur beaucoup de t-shirts sur les plages du monde entier, sur des tongs, sur des choses comme ça. C'est vraiment un symbole très connu, hein, le symbole du yin-yang, qu'on appelle le Taiji-Tu, hein, donc le symbole du Taiji. Et donc, il y a toute une philosophie derrière, mais plus encore, c'est une spiritualité, en fait. Et autant l'Occident connaît pas mal, en fait, les voies d'éveil de l'Inde, avec l'hindouisme, le bouddhisme, ce type de choses, et même le tantrisme, pourquoi pas. Mais c'est vrai que très peu connaissent finalement le taoïsme, qui est une voie d'éveil, puisque le taoïsme, ça date vraiment du petit matin du monde. Ça a une origine vraiment chamanique, en fait. Hein. Donc, à l'époque où le seul livre consultable, c'était la voûte céleste et les saisons, en fait. Hein. Donc, ça vient de là, le taoïsme. Et puis, le premier écrit, c'est il y a 2500 ans en Chine, en fait, hein, le fameux Lao Tse, qu'il est bon de citer pour briller dans les salons. On ne sait même pas si Lao Tse a vécu, en fait. Hein. Donc, on ne sait pas si c'est un être imaginaire ou réel. Et d'ailleurs, certains disent que c'est probablement la compilation de plusieurs auteurs. Lao Tzu, d'ailleurs, ça veut dire vieil enfant. Et on voit bien déjà qu'on commence à goûter toutes les contradictions, les paradoxes taoïstes, parce que vieil enfant, déjà, il y a un paradoxe dans la simple traduction finalement de Lao Tzu. Donc voilà, et l'alchimie taoïste en tant que telle, le principe alchimique, c'est très simple en fait, c'est quoi? L'alchimie, ça veut dire une transformation intérieure, et le but des taoïstes à l'époque, et notamment des méditants, des moines, etc., et même des lettrés à l'époque hein, de la cour impériale, eh bien, ils avaient cette volonté finalement quelque part d'atteindre, alors on ne parlait pas d'illumination dans la voie d'éveil du taoïsme, mais on parle d'immortalité. Et le but du jeu, c'est de devenir un immortel céleste. C'est-à-dire, dans les légendes, on raconte que l'immortel céleste, qui avait compris la manière finalement d'alchimier son corps, parce que tout passe par le corps, et on en parlera peut-être, eh bien, on voyait donc celui qui avait atteint l'immortalité marcher dans l'air et disparaître dans les nuages. Voilà, donc il y a une belle aussi poésie autour de tout ça. Mais l'alchimie, au début, c'était donc véritablement une alchimie intérieure à partir de plantes, à partir de pierres pilées, à partir même d'excréments. Ils ont essayé des tas de choses. Et donc ça s'appelle donc l'alchimie externe. Hein. Voilà, donc Weigong. Et donc finalement, il y a un certain nombre de pratiquants taoïstes qui sont morts finalement à vouloir essayer des choses plus ou moins exotiques. Et donc, à partir notamment, surtout du 9e siècle de notre ère, hein, donc ça remonte quand même à 1100 années en fait, eh bien, il y a une alchimie interne qui s'est développée, c'est-à-dire que
De la même manière qu'en Occident, on cherche à transformer le plomb en or, eh bien, à l'intérieur du corps, on va utiliser son corps comme un creuset alchimique, véritablement, comme en Occident. Alors, pour transformer le plomb de notre corporalité, de notre matière, en quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque part, on va raffiner notre propre énergie et on l'espère en tout cas devenir immortel, c'est-à-dire atteindre différents niveaux d'énergie successives jusqu'à atteindre le grand vide, Wuji, et au-delà du vide, finalement, on retrouve le principe premier de la création qui s'appelle le Tao, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas définir, mais qui est un principe de totalité. Donc voilà la grande idée de l'alchimie. Et donc il y a plein d'exercices alchimiques, de visualisation, de méditation, de respiration, de posture également. Donc il y a 5000 ans d'expérience là-dessus. Et donc en tant qu'enseignant de Qigong taoïste traditionnel, eh bien, je travaille également cette alchimie du corps, en même temps qu'on peut aussi travailler l'alchimie du cœur et l'alchimie de l'esprit. Alors, comme justement tu nous parles du corps et que c'est un des aspects centraux dans cette approche, je vais te demander de faire un grand écart et de nous expliquer en fait comment tu relis cette spiritualité et tous les concepts qui sont rattachés aux besoins en termes de leadership qu'on a actuellement, notamment dans les pays occidentaux. Oui, quand tu parles de grand écart et on parlait du corps, je pensais que tu allais me demander de faire un grand écart devant l'écran. Mais Donc, c'est pas la question. oui, concrètement, je pense que un des grands apports finalement de toutes ces grandes traditions de l'Orient, c'est de nous dire qu'un leader, souvent en Occident, on a tendance à considérer qu'un leader, c'est d'abord un leader de la tête, d'accord? Et donc, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de projeter le collectif vers un avenir meilleur, etc. C'est tout à fait important, mais il n'y a pas que ça. Donc, l'Occident, de plus en plus, découvre tout ce qui est intelligence émotionnelle. Donc, on serait tenté de dire, tu vois, ça me vient comme ça, l'intelligence de la tête et de la vision, c'est plutôt la tête et l'esprit, c'est surtout à ce niveau-là que ça se passe. Ensuite, on est de plus en plus, et on l'entend au travers des webinaires qui s'organisent, des interventions de droite et de gauche, on découvre de plus en plus l'importance de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc là, on descend au niveau du cœur, on commence à parler de capacité empathique, du management bienveillant, de ce genre de choses. Donc là, on est en train de descendre comme ça. Et puis, l'Asie, de manière générale, et le taoïsme en particulier, nous disent que c'est bien, vous faites ce travail-là de descendre, mais finalement, n'hésitez pas à continuer le chemin et aller au niveau du nombril, voire en dessous. Et là, il y a un centre énergétique tout à fait intéressant que le taoïsme nous enseigne, donc le dantian inférieur, c'est-à-dire véritablement un foyer énergétique qui est celui de la matière et qui nous explique, et ils appellent ça le premier étage de la pagode. Et en fait, un leader en tant que tel, c'est évidemment un leader de la tête, c'est évidemment quelqu'un qui a travaillé l'ouverture du cœur. Et dans le langage taoïste, on appelle ça baisser le feu du cœur et installer le calme intérieur. C'est au niveau du deuxième centre énergétique qui est ici. Mais préalablement, je dirais que la première marche de l'escalier du leader, c'est d'abord d'installer l'harmonie à l'intérieur de lui-même et notamment au travers du corps. Et donc ça, c'est tout à fait essentiel parce qu'en plus, dans la médecine taoïste, parce que c'est aussi une médecine, le taoïsme, eh bien, il y a une équivalence très claire entre les organes, par exemple, et les émotions, entre le cœur et le psychisme, et ensuite entre le psychisme et quelque part l'univers qui nous entoure, et la nature. Donc, pour faire vraiment très court et répondre à ta question, si tant est que ça réponde précisément à la question que tu me poses, c'est si tu veux être un leader, commence d'abord à travailler et à installer l'harmonie dans ton corps préalablement. Et donc, ça pose plein de questions autour de qu'est-ce que tu fais pour installer l'harmonie intérieure au niveau corporel? Qu'est-ce que tu fais pour bien t'alimenter, pour ralentir, pour bien respirer, pour avoir une hygiène notamment sportive ou sexuelle harmonieuse, voilà. Donc, et comment également tu enrichis ton corps par les 5 sens de manière harmonieuse, c'est-à-dire écouter des sons, de jolis sons, avoir de beaux paysages, c'est la vue, de bonnes odeurs, un bel environnement, voilà. Et là, on travaille le corps et il y a toute une somme de techniques ou même d'astuces frappées au coin du bon sens, en fait. Il n'y a pas non plus des... Alors, parfois, il y a des choses beaucoup plus initiatiques, mais il y a des choses aussi extrêmement simples pour savoir respirer, pour savoir bien s'alimenter, etc. On connaît tous
cette phrase d'Hippocrate qui dit que le premier médicament, c'est l'aliment. Voilà, donc toutes les traditions convergent pour dire que la première marche du leader du futur et du leader simplement dont les équipes ont besoin et dont la performance a besoin, c'est véritablement installer l'harmonie intérieure. Ce que nous disent les taoïstes, c'est que ça commence par le corps, par le biologique. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, il y a plein d'exercices à faire là-dessus, également au travers d'un art énergétique, comme le Qigong taoïste traditionnel. Et du coup, quand tu as une demande de la part d'une entreprise ou d'une personne qui veut travailler son leadership avec cette approche, qu'est-ce que tu lui amènes concrètement? Comment tu t'y prends? Est-ce que tu as un peu un chemin tout tracé? Est-ce que c'est entièrement en fonction de la personne ou des personnes que tu as en face de toi? Comment est-ce que tu procèdes exactement? Par définition, un coach n'a pas de chemin tout tracé. Donc, je dirais que c'est un dialogue, c'est un échange en fonction des attentes de celui qui nous pose la question, ou celle d'ailleurs. Et ensuite, on s'adapte. Et il y a quelque chose de très juste. La notion de justesse, c'est quelque chose qui est très important dans le taoïsme. C'est qu'il n'y a rien de vrai ou de faux, en fait, par définition. Il n'y a que des choses justes ou non justes par rapport à la situation du moment entre les deux personnes qui se parlent. Et prenons les deux mêmes personnes à un moment différent, peut-être que l'interaction elle-même changera et sera différente. Donc cette notion de ce qui était juste hier entre ces deux personnes sur un même sujet, délocalisé dans un autre lieu ou à un autre temps, finalement, ne sera plus juste et sera finalement déséquilibré. Donc tout le travail du taoïste, c'est de ressentir l'énergie du moment et d'adapter la question, le comportement, la tonalité en fonction de ce qui est en train de se passer à l'instant présent. Et dans le taoïsme, on apprend à vivre le moment présent. Donc je dirais qu'il n'y a pas de chemin idéal. Et ce qui est tout à fait essentiel dans le taoïsme, c'est qu'on développe énormément le ressenti. Et d'ailleurs, le Qigong, la meilleure traduction de Qigong, donc théoriquement, c'est la traduction pure, c'est le travail de l'énergie. Et j'aime à le traduire par la voie du ressenti. Donc cette notion du ressenti, d'être présent ici et maintenant et de laisser venir par une totale ouverture ce qui est en train de se passer ici pour trouver la question juste et savoir écouter, c'est tout à fait essentiel. Et dans le taoïsme, et notamment c'est très vrai là-dessus, on développe ce que l'on appelle l'intuition, hein, que l'on connaît tous les uns les autres, et notamment simplement c'est toujours connecté au corps, et il y a un point notamment qui développe l'intuition énormément dans la voie alchimique du taoïsme, c'est Paefwe, le point des 100 réunions qui est au sommet du crâne par exemple. Donc depuis des millénaires, les taoïstes travaillent l'intuition, évidemment pour se mettre en résonance par rapport au message du ciel, et donc, il y a des tas de techniques pour développer l'intuition. Et donc, je travaille beaucoup l'intuition quand je suis en interrelation avec l'autre. Et j'invite aussi, donc par une somme de techniques successives, les leaders à développer cette propre intuition, à la fois pour eux, dans leur relation aux autres, et dans leur compréhension du monde et leur captation même des signaux du marché, par exemple. L'intuition, il y a une étude américaine donc, qui a été publiée dans les années 90 dans le Harvard Business Review, qui démontrait que 80% des dirigeants prenaient leurs décisions sur une base intuitive, mais seulement 50% l'avouaient en fait, hein, le déclaraient ouvertement. Et ensuite, ils valident leurs intuitions par des études, des retours un peu rationnels derrière. Il faut savoir que 80% des leaders, de manière générale, prennent leurs décisions de manière intuitive. Donc cette notion d'intuition, c'est tout à fait important, essentiel. Et là encore, il y a des tas de techniques pour développer tout ça. Et dans un coaching, on développe beaucoup tout ça. Et cette relation, dans le coaching, on appelle ça la question essentielle. C'est-à-dire, il y a un moment dans le coaching où on sent que le coaching bascule et l'autre commence à recevoir ce pourquoi il a ouvert le coaching. Il souhaite un coaching. Et on appelle ça la question essentielle. Et ça, le travail intuitif est au cœur de ce travail-là. Merci. Et je vois que sur le schéma en cercle que tu nous as envoyé, il y a peut-être deux notions que j'ai envie d'aborder plus en détail avec toi. Tout d'abord, c'est la voie de l'ego. L'ego, on en parle beaucoup. On a l'impression que c'est un grand ennemi. Et en fait, dans cette approche-là, absolument pas. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors, très intéressant. Je déjeune avec un ami et cet ami il me fait la confidence suivante. Tu sais, je suis quand même ennuyé, Laurent, parce que ma femme me reproche d'être trop égoïste. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains hommes dans l'assistance. Et donc, il me dit, je suis quand même ennuyé parce que quand bien même je saurais ce qu'est l'ego
donc déjà, je ne sais pas trop ce qu'est l'ego, et quand bien même je saurais ce qu'est l'ego, je ne saurais pas trop quoi faire avec ça. Et donc, on a ensuite parlé d'autres choses, j'ai quitté la table, et ensuite je me suis dit, avec le taoïsme, avec tout ce que je travaille, comment moi-même je répondrais à cette question? Et donc j'ai décidé de partir de la page blanche, de ne pas me laisser influencer par ce que les autres avaient écrit. Et donc là, j'ai typiquement pratiqué ce qu'on est en train d'évoquer, David, c'est-à-dire le travail intuitif. Et donc le travail de l'inspiration et de laisser venir ce qui vient. Et quand on parle de justesse, c'est véritablement ça, c'est-à-dire s'installer, respirer, s'aligner et laisser venir, s'ouvrir, on ouvre la porte. Et là, j'ai laissé venir ce qui est venu. Et c'est comme ça qu'un livre est sorti, ça s'appelle « Mon ego, ce héros », et qui a complètement déconstruit tout ce qu'on a pu entendre sur l'ego depuis qu'on est tout petit. Et si on fait un micro-trottoir dans la rue, eh bien, en règle générale, il est rare qu'on dise à quelqu'un « Tu as beaucoup d'ego, je te félicite, continue dans cette voie ». Souvent, l'ego, c'est assez péjoratif, c'est un peu le bad boy de l'histoire, un peu quelque chose à l'intérieur de nous dont il faudrait se débarrasser, et on connaîtra l'illumination une fois qu'enfin on se sera débarrassé de ce poids mort. D'accord ? Donc, sauf que l'ego, ça veut dire je, ça veut dire moi. C'est latin, donc ego égale. Et donc, j'ai récupéré le paradoxe suivant. L'ego, ça veut dire moi. L'ego, c'est le sale type. C'est un truc d'assez moche. Donc, on récupère la conséquence suivante. Donc, je suis un sale type. Donc, il y a un gros problème avec ça. Si on dit que l'ego, ça veut dire je suis. Si on dit que l'ego est mal connoté et péjoratif, est un sale type. Donc, je suis un sale type. Donc j'ai récupéré ça, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de l'ego. Et donc soit il est mal nommé, soit il est mal défini. Il y a quelque chose à faire avec ça parce qu'on veut nous faire culpabiliser autour du concept de l'ego. Et donc, j'ai fait pas mal d'arts martiaux dans ma vie et je me suis dit, mais finalement l'ego, c'est comme un partenaire martial avec qui on est sur un tatami. Le partenaire avec qui finalement on fait des combats sympathiques sur le tatami, on joue à combattre finalement. C'est pas quelqu'un qu'il faut que je mette au tapis, que je terrasse et quelque part que j'élimine. C'est au contraire quelqu'un qui m'apprend mes propres faiblesses, mes propres forces, et donc qui quelque part, par un effet de retour et de reflet, me dit qui je suis et comment je suis. Il m'apprend finalement à trouver mes appuis, il m'apprend à trouver mes pleins, mes vides corporels, où l'autre arrive à passer, etc. Sur le plan martial, c'est évident. Eh bien, de la même manière, plutôt que de considérer l'ego comme une variable statique dont il faudrait se débarrasser, j'inverse complètement le concept en disant que c'est au contraire comme un partenaire martial, une variable dynamique qui va m'aider à évoluer finalement dans la compréhension de moi-même, quelle est mon ombre, quelle est ma lumière, qui suis-je et où vais-je, pour ensuite pouvoir travailler. Donc c'est un reflet extrêmement utile, l'ego, à la fois pour m'ancrer dans cette présente vie, parce que si on n'a pas d'ego, finalement, un moine, par exemple, ou un méditant dans une grotte, il n'a pas d'ego, et à ce moment-là, il quitte un peu le plan terrestre, et il s'élève comme une montgolfière, et il disparaît dans les terres, en fait, et dans le ciel. Donc, un ego, c'est important pour vivre sa vie incarnée, sa vie présente, sa vie d'âme incarnée et humaine, en fait. Et si on n'a pas d'ego, ben, on part sur d'autres plans. Donc, un ego, c'est important pour vivre notre vie incarnée, et l'ego, c'est aussi important pour savoir ce que l'on est venu travailler dans la vie présente, connaître son ombre, mais aussi connaître sa lumière. Et donc, j'ai créé un carré de l'ego, c'est-à-dire qui nous fait passer de l'ego conscient à l'ego, de l'ego inconscient à l'ego conscient, et de l'ego de séparation à l'ego d'unification. Parce que je m'amuse de temps en temps à poser la question suivante aux gens qui me disent « mais l'ego, finalement, c'est la plus mauvaise part de nous-mêmes ». Je dis « ah bon, très intéressant ». Comment appelez-vous à ce moment-là? C'est un peu une question à la maïeutique de Socrate. Ah bon, mais très intéressant. Comment à ce moment-là appelez-vous un ego qui donne une pièce à un mendiant? Comment appelez-vous un ego qui aide une vieille dame à traverser la rue? Et ils sont ennuyés parce que l'ego est tellement connoté séparation, pouvoir, argent, domination, etc., qu'ils sont extrêmement ennuyés avec ce type de questions qui s'assimilent à un koan zen, en fait, hein, c'est-à-dire des questions absurdes que les maîtres zen posent à leurs disciples. Voilà, donc l'ego, je pourrais être plus long pour en parler là-dessus, et c'est tout l'objet du livre, de voir concrètement comment on peut transformer notre ego en variable dynamique d'évolution et le faire avancer jusqu'à l'ego absolu, qui est un non-ego, jusqu'au non-ego que j'appelle dans mes mots l'ego sublimé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans sa quête, eh bien effectivement, il y a d'abord la quête de moi-même, ensuite c'est la quête des autres, et ensuite c'est la quête du monde, de l'univers, et ensuite on obtient
un non-ego que j'appelle l'ego lumineux ou sublimé. Et à ce moment-là, on retrouve un peu la dissolution de l'ego dont parle finalement toute la tradition bouddhiste, hindouiste, etc. C'est-à-dire que le petit moi ne suffit plus et on retrouve le soi jungien, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse sa petite personne et qui finalement se dissout dans le grand tout. Voilà, donc c'est tout ce travail, vous voyez, comment depuis un repas avec un copain, un ami, on arrive finalement à récupérer, à déconstruire complètement un concept aussi lourd que le concept de l'ego, et pour en faire quelque chose de léger dont on peut s'approprier et le transformer en variable d'action. Voilà et donc j'appelais ça l'ego Tao ou la voie de l'ego. Et donc il y a tout un cheminement donc, que j'ai décrit dans cet ouvrage. Très bien, merci. Je vois que le temps avance, puis j'aimerais aussi pouvoir laisser l'espace aux gens qui sont avec nous pour te poser des questions et interagir avec toi. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, des remarques ou aimerait creuser plus particulièrement un point avec Laurent. Ouais, je vois qu'il y a Sandrine. N'hésite pas à allumer ton Ouais, micro et vas-y. voilà. Merci beaucoup, Laurent. C'est très intéressant. Euh, et ça rejoint d'autres choses justement que j'ai rencontrées ces jours-ci. Et est-ce que tu as des exemples, est-ce que tu auras un exemple à nous donner de pratiques intuitives que tu travailles, que tu proposes? Pratique intuitive, de manière générale, je me méfie toujours des techniques un peu pouce-bouton. C'est vrai que chacun d'entre nous, on aimerait découvrir une technique qui fonctionne à tous les coups et qui permet de basculer dans un monde meilleur et absolu en 5 minutes. C'est une voie. C'est une voie. Alors des techniques, moi je peux en donner un certain nombre. Hein. Simplement, ce que je peux dire aussi, c'est qu'avant de partir tout en haut ici, au niveau du sommet du crâne, il y a tout un travail préalable qu'il faut faire pour s'ancrer dans la matière. D'accord. Donc notamment, les taoïstes disent, ils aiment bien les paradoxes, en fait. Hein, et donc, ils disent s'ancrer dans le ciel et se couler dans la terre. Donc, c'est intéressant d'inverser les polarités. Donc, avant de travailler l'intuition, il y a beaucoup de choses à travailler, notamment sur le plan corporel pour accumuler l'énergie, ensuite pour pacifier les émotions, installer le calme, et après, effectivement, on va chercher des fonctions peut-être un peu plus parapsychiques. Mais à courir les fonctions parapsychiques tout de suite, on prend le risque peut-être de s'abstraire du réel et peut-être aller chercher des choses ailleurs que dans le présent. Et donc ça peut être aussi une fuite. Maintenant, des techniques, effectivement, j'en ai qui partent de la respiration, en fait. Hein, donc on commence à partir de la respiration. Il y a tout un travail alchimique avant, notamment de calme, d'élimination. Il faut éliminer les impuretés corporelles, donc voilà, corporelles, émotionnelles, toutes les émotions toxiques, purifier le corps. Et après avoir fait tout ce travail d'installation du calme, de purification du corps, des émotions, etc., on peut effectivement ensuite commencer à aller là-haut. Pourquoi? Parce que si on va là-haut sans avoir préalablement purifié tout ça, on risque déjà d'avoir la porte fermée, et ensuite de récupérer des choses qui ne sont pas forcément complètement propres, en tout cas par rapport à ce que l'on souhaite obtenir. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait réagir ou qui aurait une question? Je peux continuer juste là-dessus pour clarifier davantage. Quand tu dis, donc il y a tout ce travail d'abord de purification. Tu fais ça, enfin, on peut se tutoyer? Ah, aucun problème. Hein. Tu fais ça sur une séance ou tu fais tout ce travail progressif ou c'est plutôt dans le temps voilà, parce que… Ouais, quand je guide ce genre de… Non, ça peut se faire assez vite. Ça peut se faire assez vite. Simplement, si on le fait, il faut le faire bien. Quand on fait de la cuisine, il faut mettre la casserole, nettoyer l'eau, faire cuire les aliments, et après on obtient une soupe. Mais voilà, donc il y a un certain nombre de choses, de nettoyage. D'abord, on met de l'eau, donc il y a un travail d'accumulation d'énergie. Ensuite, il faut vraiment nettoyer. Il y a un travail de nettoyage avant, et ensuite on peut y aller. Et ensuite, on peut le faire sur une séance, même bon, si on a déjà un peu pratiqué en une demi-heure, il n'y a pas de souci.
Et même, ça peut être rapide, hein, en un quart d'heure par rapport à quelqu'un qui est un peu chevronné, il n'y a pas de souci. Pour quelqu'un qui a un peu plus, qui démarre, en tant qu'enseignant responsable, je prendrai plus de temps. En revanche, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En revanche, il faut faire aussi attention parce que il ne faut pas être trop pressé non plus. Il ne faut pas brûler les étapes. Sinon, il existe ce que l'on appelle les déviations de chi, c'est-à-dire qu'il y a eu des maîtres pressés, des enseignants pressés, ou même des pratiquants pressés qui voulaient brûler les étapes. Et à la fin, il y a des déviations de chi qui se proposent, qui se présentent, c'est-à-dire des troubles ou corporels, des troubles psychiques. Voilà. Donc, en tant qu'enseignant, il faut être responsable. Et avant de monter dans les étages, eh bien, il y a des escaliers. Il faut y aller progressivement. Donc, avant de chercher ce type de fonction parapsychique très séduisante par ailleurs, hein, en tout cas dans les traditions, il nous est vraiment demandé, et de toute façon, moi je le ressens, c'est comme ça, hein, d'y aller progressivement, mais bien guidé. Je dirais même en une séance d'1 heure, il n'y a aucun souci, on peut aller sur ce type de choses. Mais il faut un enseignant voilà, qui sache où il va, où il met les pieds, qui ait déjà pratiqué le chemin, et qui sache aussi si la personne qui reçoit le message est capable de l'entendre. Sinon, il y a des risques vraiment de déviation de chi, et en tant qu'enseignant responsable, en tout cas personnellement, je n'irai pas sur ce terrain-là. Il reste... Ça peut être frustrant comme réponse, hein, je le conçois. Non, pas du tout. Non. Et j'ai encore une petite question, je peux. Comment c'est perçu ça dans le monde professionnel? Je ne sais pas avec qui tu travailles dans le monde professionnel. Voilà, c'est une de mes de mes blocages en me disant des gens peuvent être intéressés par ça, mais dans le monde du travail, peut-être dans certains secteurs, mais pas tous, ou certaines personnes, mais pas toutes. Voilà, je sais que c'est un préjugé, mais voilà, je vais avoir ton feedback là-dessus. Alors, il y a plusieurs techniques. Déjà, je crois qu'il faut être clair entre nous. On ne travaillera pas avec tout le monde. Premier point. En règle générale, on dit qu'il y a 30% de la société qui fait partie des créatifs culturels et qui commence à s'ouvrir à ce type de choses. Déjà, il faut accepter l'idée de ne pas travailler avec 70% du marché. Premier point. Deuxième point, on peut aussi faire sans dire. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les mots orthodoxes. Ensuite, soit faire autre chose, soit faire ce que l'on a dit, mais avec des mots différents. Donc, notamment, au début, en tout cas, quand je parlais de taoïsme, il y a tellement peu de gens qui connaissent taoïsme que finalement, il n'y a pas grand monde qui me contactait. En revanche, quand on remplace le mot taoïsme par nature, parce que le taoïsme, c'est d'abord l'art qui s'inspire de la nature. Donc, si on remplace Tao par nature, ça marche très bien. À un moment où l'environnement, finalement, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ne parle d'environnement. Donc, si je parle des enseignements de la nature, ça passe beaucoup mieux que les enseignements du Tao. Donc, les mots aussi sont importants pour pouvoir pousser les portes. Et ensuite, on peut dire par exemple que l'on va travailler l'intuition. L'intuition, ça peut encore passer parce que ça, c'est quelque chose qui commence aussi à rentrer dans le monde du travail. Parce qu'on se rend compte, typiquement l'étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure, même les études très sérieuses aux États-Unis démontrent toute l'importance de l'intuition. Donc là, on peut utiliser le terme d'intuition. La notion de conscience, ça c'est déjà un peu plus touchy, un peu plus casse-gueule, mais ça commence à rentrer aussi un peu dans les mœurs. Donc c'est à chacun finalement de savoir jusqu'où il peut aller. Et puis si véritablement l'entreprise à qui on s'adresse est un peu frileuse, à ce moment-là, pas hésiter à rentrer avec des mots autour de gestion du stress, qualité de vie au travail, risques des psychosociaux, enfin risques psychosociaux, des choses qui ne sont pas très marrantes. Et donc par ce biais, effectivement, on peut pousser les portes et utiliser ensuite les techniques que l'on considère être les bonnes. Très bien. Merci beaucoup Laurent pour tout ce partage et puis toute l'information.